Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième web débat organisé dans le cadre de l'Observatoire de l'habitat dans les villes, l'OHV, développé par la coopérative Acadie et par Jean-Claude Drian pour Idéal. Idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, est un think tank traitant du logement dans toutes ses dimensions et sous toutes, les facettes. Et aujourd'hui, plutôt par la face nord, celle des politiques publiques. Si l'on devait résumer ce qu'est l'OHV, l'observatoire qui nous occupe ce matin, en une très courte question, on pourrait poser la suivante. Une politique du logement, des politiques de l'habitat. Point d'interrogation. C'est le passage au pluriel de l'action publique qu'entend questionner cet observatoire. Et en effet, les déclinaisons locales de la politique du logement en politique de l'habitat donnent lieu à des situations extrêmement variées, et ce sur tous les plans. Face à ce constat d'une grande diversité, l'OHV a pour objectif d'entrer dans la boîte noire des politiques locales de l'habitat. Pour cela, il compte sur 2 points saillants, son échantillon et ses données. D'abord, 21 agglomérations françaises mettant en lumière la grande diversité de ces politiques. Ces 21 agglomérations ont été choisies parce qu'elles représentent la diversité des situations urbaines françaises et des enjeux qui s'y jouent. Quoi de commun entre Cambrai et Bastia, entre Lyon et les Sables d'Olonne ou encore entre Saint-Étienne et Cherbourg? Si le choix de ces agglomérations s'est avéré crucial pour la pertinence de cet outil qu'est l'Observatoire, les indicateurs l'ont été tout autant. En la matière, ils affichent clairement un parti pris fondamental, deuxième caractéristique de cet observatoire, celui de considérer les politiques de l'habitat et pas uniquement celles du logement. En effet, aux côtés des données sur le parc de logement ou sur la démographie dans chacune des agglomérations, ont été collectées des données sur l'urbanisation et, sujet qui va nous occuper aujourd'hui, les mobilités. L'OHV a été mis en ligne sur le site d'Idéal en février dernier sous la forme d'un fascicule et est accessible à tous. Une forme interactive en ligne est en cours de développement. Depuis sa publication, l'Observatoire se décline en un cycle de conférences. La première a eu lieu en février dernier. Intitulée Changer de chez soi, elle mettait le focus sur la mobilité résidentielle dans les agglomérations de Rennes, de Saint-Étienne et de Pontarlier. Choisir son chez-soi est le titre de la prochaine conférence qui aura lieu le 28 juin prochain. Elle permettra d'aborder la question de l'urbanisation dans les politiques de l'habitat à travers un focus sur les 3 lettres qui font couler plus d'encre que de béton, le ZAN. Pour l'occasion, nous retrouverons 3 villes aux situations clairement contrastées. Vous pouvez noter la date dès à présent, le 28 juin. Nous avons aussi à cœur de fédérer ces 21 villes dans un réseau d'échanges pour placer les politiques de l'habitat sous la loupe d'Idéal, mais aussi et peut-être surtout sous le regard des autres agglomérations, parfois confrontées à des problèmes similaires ou ayant mis en œuvre des politiques inspirantes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment rentrer chez nous, et ce sous l'œil d'un observatoire ami, celui du transport gratuit. Comment se répondent ou s'articulent les politiques de l'habitat et les politiques ainsi que les pratiques de mobilité? Si les micro-mobilités déchaînent les passions les plus vives et déferlent la chronique comme les trottinettes électriques sur les boulevards urbains, les trajets domicile-travail restent très largement une affaire d'automobilistes et le temps du logement sur son lieu de travail demeure un lointain souvenir à de rares exceptions près. Rentrer chez soi peut aussi être, et de façon peut-être encore plus passionnée, en tout cas très actuelle, une affaire de gratuité, ce qui soulève des questions bien plus profondes que le simple financement de nos moyens de transport, collectifs ou non. Nous recevons aujourd'hui, et nous les remercions pour leur présence, Arthur Georges Brasse, qui est juste à ma droite, maire adjoint à la ville de Meaux, en charge de l'habitat, de l'urbanisme, du logement, de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, et ce qui nous occupe un petit peu aujourd'hui, la mobilité et les transports. Sylvain Simonet, chef de service habitat social à la direction habitat et logement de la communauté urbaine de Dunkerque. Arnaud Passalacqua, professeur à l'école d'urbanisme de Paris et coprésident de l'Observatoire du transport gratuit. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie aussi la coopérative Acadie et Jean-Claude Drian pour la préparation conjointe de ce web débat, et particulièrement Jules Peter-Jean qui prendra ma place dans un instant, et Xavier Desjardins qui animeront et introduiront davantage notre sujet et les participants. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire vos questions dans le chat et Jules se chargera de les transmettre à nos invités. Encore merci et bon débat. Merci beaucoup,
Antoine Pochon pour ces mots d'introduction déjà fournis et qui ont bien présenté la problématique du jour. Donc là, on parle habitat et lien avec les mobilités. Il y a un petit peu trois éléments qui ont justifié ce lien qui est à la fois évident dans nos vies quotidiennes, qui est évident dans la réflexion, mais qui n'est pas si facile que ça à construire dans la pratique professionnelle, peut-être vous y reviendrez, ou la pratique politique locale, puisque en fait, même pour monter ce séminaire, on a vu toutes les difficultés des gens qui nous disent, mais moi je travaille sur l'habitat, les transports, mais voyons, c'est pas mon sujet. Donc ça veut bien dire que c'est compliqué quand même de penser les deux en même temps, et ça va être l'objet de nos réflexions du jour. Pourtant, en fait, dans les projets, on les fait en même temps de trois manières. La première, il y a beaucoup de grands projets liés au transport actuellement, lancés par les communes, les groupements de communes, depuis les dernières élections municipales, qui portent sur les transports, mais avec une volonté de modifier l'agencement urbain et l'attractivité résidentielle. On a parlé de la gratuité, mais c'est aussi la même chose pour le développement de pistes cyclables. On a aussi les mêmes idées ou le développement classique de nouveaux réseaux de transport collectif qui sont pensés comme étant évidemment des objets de mobilité, mais aussi des objets, je dirais, pour en complément d'accompagnement d'une politique d'habitat. Deuxième élément qui pousse à faire bien le lien, c'est bien sûr le lien entre inégalité d'accès au logement et inégalité de mobilité. C'est le grand sujet de ceux qui ne trouvent pas à se loger au cœur des agglomérations, là où il y a, je dirais, des alternatives plutôt faciles à l'automobile, qui doivent donc trouver ou par choix ou souvent par contrainte, un mélange des deux est variable selon les profils socio-économiques des ménages, mais donc plus loin des villes. Et donc ça, c'est quand même aussi une question très forte qui nous est posée. Et on peut se rappeler, une crise chasse l'autre, mais quand même la crise des Gilets jaunes, on l'a encore tous en tête, bien sûr. Et puis, troisième élément aussi d'actualité, enfin en tout cas l'actualité renouvelle cette question, bah, avec la numérisation de nombreuses activités quotidiennes, le travail, le rapport au commerce, etc. Eh bien, ça transforme bien évidemment nos rapports à nos activités et notre rapport au logement, à la distance entre ce logement, le commerce, le travail, etc. Donc on voit bien, voilà un peu trois grandes lignes de questionnement sur ces liens entre pratique de mobilité et attractivité résidentielle. Dans l'observatoire, ce que l'on veut, le souhait porté par Idéal et auquel on souscrit, c'est que ces réflexions soient toujours situées. Et c'est pour ça que c'est un observatoire. Et les politiques de transport, peut-être un peu moins que les politiques de l'habitat, mais quand même, elles souffrent très souvent de généralisations qui n'ont pas tellement de sens, hors contexte, à la fois sur le financement du logement, sur les solutions. On sait bien que voilà, les solutions sont évidemment très dépendantes des contextes territoriaux. Et c'est tout le but de l'observatoire est de montrer cette diversité-là. J'ai juste donné deux éléments, puisque l'observatoire, vous pouvez le retrouver en ligne, bien évidemment, mais juste quelques éléments qui montrent la diversité des villes qui sont rassemblées ici, donc Dunkerque et Meaux, sur très simplement des questions de mobilité. Si par exemple on regarde un indicateur très simple, la part des transports collectifs dans la vie quotidienne des habitants des villes qui sont ici, et qu'on le mesure par le nombre de voyageurs qui sont réalisés par an dans les transports collectifs. À Dunkerque, c'est 73. Ça donne une idée. Dans notre échantillon, c'est extrêmement variable. Ça va de 5 à Cherbourg à l'autorité organisatrice à Cherbourg est très large. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de communes rurales, ce qui fait baisser le chiffre. À 320 à Lyon, dans l'autorité organisatrice des mobilités de Lyon. Donc on voit évidemment les différences très importantes. 73 pour Dunkerque, Montpellier 180, donc tout de suite on parlera. Ça vous montre bien, ces quelques éléments-là, le fait qu'à Dunkerque, bien évidemment, les transports collectifs sont importants, mais dans la vie quotidienne d'une minorité des habitants, ce qui est évidemment très différent d'autres agglomérations. En région parisienne, ça n'a aussi strictement rien à voir. On le sait bien, c'est la région la plus dépendante des transports collectifs. Et si on prend l'Île-de-France dans son ensemble, les 12 millions d'habitants, c'est 383 voyages par personne et par an. Donc on voit que c'est évidemment, ça n'a strictement rien à voir, parce que là, c'est vraiment l'ensemble de l'agglomération. Et donc, bien évidemment, l'Île-de-France se distingue complètement, et vous nous parlerez du cas de Meaux tout à l'heure. Aussi, un autre élément aussi de comparaison aussi pour montrer la diversité des territoires et des questions qui se posent.
On parle souvent aussi, et je l'ai fait quand on parle de mobilité, on pense bien évidemment à ceux qui n'ont pas le choix que d'utiliser l'automobile. Il y en a beaucoup dans les agglomérations qui n'ont pas le choix, mais ils sont encore plus nombreux en proportion dans les zones périurbaines. Et le rapport entre centre-périphérie est aussi extrêmement divers, à la fois en poids de population et en dynamique. Par exemple, à Dunkerque, et je pense que vous y reviendrez, est un cas particuliers, mais ils sont tous différents. C'est le cas d'une agglomération dans lequel la population diminue légèrement dans l'agglomération, moins 0,8 par an pour la ville-centre entre 2012 et 2017, et une quasi-stabilité pour les communes, on va dire de banlieue, c'est-à-dire qui sont dans l'agglomération géographique et qui sont autour Dunkerque, et pour le coup, une croissance modérée, mais néanmoins importante, de 0,4% par an dans le périurbain dunkerquois. Donc là, vous voyez, on est dans le cas d'un affaissement, on va dire, démographique de la partie centrale. Et puis, si on compare en Île-de-France, à l'échelle de l'Île-de-France, c'est aussi différent. Et dans le cas de Meaux, c'est aussi différent, puisque Meaux a une vitesse de croissance démographique équivalente au périurbain qui l'entoure de Seine-et-Marne. Donc on voit bien que là, on est dans une configuration complètement différente. Voilà, c'est pas pour abreuver de chiffres, mais simplement pour inviter, à chaque fois qu'on va avoir des réflexions ensemble, à les situer, parce que je pense que c'est ça, je dirais, l'apport que l'on souhaite dans cet observatoire, c'est que les débats importants qui sont souvent tout de suite mis à une échelle nationale, on pense qu'ils gagnent à être situés parce que, je dirais, les réponses à Aubagne ne sont pas les mêmes qu'à Dunkerque, ni à Meaux, ni au Sable-d'Olonne, etc., sur bien des aspects pour que les gens vivent de manière plus confortable et de manière plus satisfaisante pour tous. Alors, on va donc débattre, et si vous voulez bien, le premier sujet qu'on va aborder, c'est celui du lien entre politique locale de transport et de mobilité et politique de l'habitat. Et on va commencer par peut-être l'exemple de Dunkerque, grâce à vous, monsieur Simonet, parce que l'agglomération de Dunkerque a, en matière de mobilité, beaucoup fait parler d'elle, puisqu'elle a décidé en septembre 2018 d'instaurer une gratuité sur son réseau de transport public. Et ce qui est aussi remarquable, et vous allez nous détailler, c'est que en fait, cette gratuité n'est qu'un maillon en fait, dans un projet territorial plus large, un projet finalement de reconquête de l'attractivité résidentielle et commerciale, et peut-être sur d'autres éléments que vous allez nous détailler, de la partie centrale de l'agglomération. Je vous laisse à vous, Monsieur Simonet, réagir à cette première question. Bonjour à tous. Donc par rapport à la communauté urbaine de Dunkerque, alors un portrait de territoire très très rapide, hein. Il y a certains éléments qui ont été donnés. La communauté urbaine de Dunkerque, c'est 17 communes. Voilà, on a 6 quartiers en politique prioritaire de la ville, dont 4 concernés par l'UNPNRU. On est une agglomération d'environ 197 000 habitants et qui comprend un parc de logements de près de 97 000 logements, dont une proportion de logements sociaux de près de 34,5%. Voilà, c'est un taux assez important, mais qui est le fruit de l'histoire. Construction après-guerre, développement industriel, voilà. Alors comme le disait M. Desjardins, c'est vrai que la communauté urbaine est caractérisée par une croissance démographique légèrement négative, hein. Voilà, on a un souci de solde migratoire, mais comme le était dit avant, voilà, sur les dernières périodes, voilà, il y a une stabilisation ou un ralentissement constaté de cette perte démographique. Et c'est un des enjeux justement du projet politique aussi, c'est de lutter contre cet effet-là et de retrouver voilà, cette attractivité résidentielle, regagner les habitants et stabiliser ça. Bon, quelques données rapidement, voilà, mais comme d'autres, voilà, on constate une augmentation du nombre de ménages, une réduction de leur taille, c'est tendance souvent assez classique. On constate aussi un vieillissement accéléré de la population sur notre territoire, voilà, un petit peu plus que les moyennes nationales. Le parc de logement est constitué aussi de grands logements, donc, y compris dans le parc social, hein, c'est pas que lié au parc social, mais à l'ensemble du parc. Donc du coup, ça pose aussi une question d'inadaptation à certains besoins. Voilà. Et une production récente en termes de logement et d'habitat qui a été portée à part égale, voilà, sur la part du logement privé et du logement social. Voilà, c'est vrai que du coup il y a des enjeux de rééquilibrage, mais c'est quand même des tendances très actuelles. Voilà pour un portrait de territoire très très synthétique. Donc sur ce qui est lié à la politique de mobilité, alors effectivement, comme ce qui a été indiqué, la communauté urbaine et les élus ont souhaité mettre en place un
un réseau de transport à haut niveau de service, alors qui a été mis en œuvre en 2018, mais qui a été le fruit de plusieurs années de réflexion, de construction et de travaux d'aménagement. Pourquoi ce projet? En fait, il y avait plusieurs constats très simples. C'est qu'il y avait une très faible part d'utilisation des transports en commun. On était à 7%, dont 5% pour le bus, ce n'est pas extraordinaire. Voilà, vous disiez la part prédominante de la voiture. Autre point, c'est que près d'un tiers de la population et des emplois desservis par une ligne à fréquence 10 minutes. Donc en fait, c'était relativement assez faible. Et on parle bien de population et des emplois, parce qu'effectivement, le territoire étant assez industriel, ça pose aussi la question des déplacements. Sur une autre sujet, c'est que 2 tiers de la population en fait ne disposait pas d'un accès performant au réseau de transport collectif urbain. Donc ça posait aussi un certain nombre de questions. Donc les 3 enjeux qui ont été portés par les politiques, donc c'était à la fois d'aménager la ville pour la rendre plus belle, plus confortable. Donc voilà, c'est aussi au service de l'attractivité. C'était d'irriguer et d'organiser l'agglomération. Donc l'objectif, c'était bien au regard du réseau actuel qui n'était pas forcément efficient, d'avoir un réseau plus équilibré et plus juste, donc pour faciliter l'accès aux différents pôles de vie économiques. C'était aussi le fait d'ouvrir le territoire et les connexions comme je disais, entre les centres urbains, la périphérie, et communes un peu plus rurales. Et effectivement, c'était le souhait d'améliorer la mobilité et de préserver l'environnement. Voilà, le transport en commun, on connaît toutes ses vertus, en proposant des solutions de déplacement rapides, fiables, respecter l'environnement, et aussi justement, comme je disais, il y a une volonté de réduire les inégalités face à la mobilité. Voilà, comme on disait, 2 tiers de la population n'avait pas d'accès performant, c'était un petit peu compliqué. 4 objectifs ont été à cette œuvre-là. Donc voilà, c'était d'avoir un réseau plus rapide. Clairement, c'était l'objectif de mettre l'essentiel des habitants de l'agglomération à moins de 20 minutes de la gare de Dunkerque. La gare de Dunkerque étant une gare TGV, étant voulu comme un pôle multimodal et un de connexion, d'avoir des liaisons plus fréquentes et plus proches des habitants. Donc là, c'était vraiment aussi un projet qui a contribué pour dire mettre la majorité de la population à moins de 300 mètres du transport en commun, et notamment d'une ligne de transport à 10 minutes de fréquence, des lignes de fréquence. C'était d'améliorer le service pour tous, effectivement, avec ce réseau cohérent, lisible, et qui dessert mieux l'ensemble du territoire. Comme on disait, le passé, le réseau était pas forcément équilibré de ce point de vue-là. Effectivement, il y a eu la décision, la volonté politique forte de mettre la gratuité de l'accès au réseau, dans cette volonté d'améliorer le pouvoir d'achat des familles et des citoyens, notamment les plus modestes. Et donc, quelques résultats, ça restait pu être communiqué, mais effectivement, dès la première année, voilà, il y a eu une augmentation avérée de la fréquentation de près de 80% supplémentaire par rapport à sa mise en œuvre, par rapport au chiffre 2017. Et effectivement, des enquêtes ont pu montrer qu'il y avait des usages plus importants et que ça permettait, en tout cas, de donner une attractivité un peu nouvelle au centre d'agglomération, notamment le centre-ville de Dunkerque, qui se veut aussi comme une locomotive pour le territoire en termes de vitrine. Et effectivement, donc par rapport aux objectifs qu'on disait, le réseau donc peut configurer. Donc voilà, là où on était tout à l'heure, je disais à 1/3 de la population desservie. Là, en fait, le rapport s'est inversé actuellement. Donc voilà, le réseau avec les proximités à 300 mètres, en fait, sont près de 61%, donc 120 000 habitants, sont à proximité de ces lignes à haute fréquence, ce qui répond donc à l'objectif, et on inverse le sujet. Alors, pour venir un peu plus précisément sur cette dimension de lien entre politique de la mobilité et de l'habitat, alors après, moi je le mets aussi au sens aménagement du territoire, urbanisation, habitat. De toute façon, ce sont c'est des thématiques assez transversales qui s'interconnectent. Donc effectivement, la mobilité a été considérée comme vraiment une thématique transversale, comme on dit, c'est à la fois la cause mais aussi la conséquence du processus d'urbanisation du territoire, donc de par le passé qui évoluera. Voilà. Donc clairement, la politique de mobilité qui a été mise en place au niveau de la communauté urbaine et souhaitée par les élus, c'était de se mettre au service de cette politique d'aménagement intégré, donc qui répondent à plusieurs enjeux, environnementaux. Vous parliez de zéro artificialisation nette. On est déjà sur la limite de l'artificialisation, limiter l'extension urbaine. Ça, c'est effectivement des sujets depuis de nombreuses années. Donc, ça y participait. C'est aussi des enjeux économiques, clairement. C'était aussi le fait de pouvoir réduire les coûts d'urbanisation, tout ce qui est réseau équipement. Après, développer les transports en commun, c'est aussi limiter un certain nombre de coûts autres. C'était
comme vous le disiez, effectivement, l'objectif de maintenir, de renforcer le dynamisme commercial des centres-villes, donc de lutter contre voilà, l'export ou quand on parle de zone commerciale à l'extérieur, donc qui génère la plupart du temps voilà, des déplacements en voiture, c'est aussi de participer à cette reconquête, quoi, ce renforcement-là. Donc ces éléments-là, en fait, ont été vraiment prédominants et bon, se sont traduits dans les différents documents d'urbanisme et de stratégie politique, hein, voilà, sur le programme local de l'habitat, qui se traduit dans le programme local, enfin, d'urbanisme intercommunal, habitat et déplacement. Voilà, nous sommes en train d'adopter notre QIHD et dans les différentes stratégies, y compris dans le plan d'action foncière. Voilà, il y a aussi des actions qui disent on va investir sur le foncier, acquérir du foncier pour développer les projets de mobilité, les projets d'habitat, d'aménagement, enfin voilà, tout interpénétrant. Voilà. Et donc vraiment, c'était des orientations fortes qui se sont posées dans ces documents-là, comme quoi voilà, la mobilité devait être un critère prépondérant ou en tout cas interagir sur les politiques d'urbanisation et notamment d'habitat. Et donc ça a été traduit, donc clairement, le fait c'était de favoriser le développement de l'urbanisation autour de stations de mobilité, bus et gare, hein, j'évoquais ce fameux 300 mètres, et de s'appuyer sur les axes de transport collectif, hein, vraiment pour l'urbanisation nouvelle et future, et aussi l'accès au mode doux. Alors, parce qu'on parle de bus, mais on parlait aussi voilà, de vélo, de covoiturage, voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont aussi dedans, et effectivement avec un enjeu de priorisation de l'urbanisation au renouvellement urbain. La CUT s'est fixée depuis de longue date, hein, depuis ses premiers PLH aussi, une volonté de développer l'habitat sous l'angle du renouvellement urbain, donc avec un objectif de 2/3 de la production. Chose qu'on a réussi à tenir depuis 10 ans, avec même parfois un renouvellement urbain supérieur à cette proportion-là. Voilà. Après, c'est vrai que ça nécessite voilà, un certain investissement, mais on a su tenir le pari jusqu'à ce jour, et on s'y astreint, et ça rentre dans la politique justement artificialisation, acquisition, amélioration. Donc par rapport à ça, donc comme je disais, ces interactions avec le champ de l'habitat, vous disiez effectivement, c'est vrai que moi je m'occupe de l'habitat social, hein, d'autres collègues de l'habitat privé, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on va construire du logement avec les opérateurs, plutôt sur un réglementaire urbanistique, peut-être moins sur le champ de la mobilité, mais comme je disais, voilà, c'est vraiment des choses qui ont été pensées et en tout cas, enfin, voilà, articulées. Donc clairement, enfin moi sur la partie sur laquelle je m'occupe du logement social, effectivement dans nos analyses, le recensement des besoins et l'étude des projets qui nous sont soumis par les bailleurs et qu'on co-construit avec les communes, clairement cette localisation auprès de ces fameuses stations de mobilité au regard des transports en commun de bus, voilà, c'est un des critères prépondérants qui se disent voilà le projet et dans ces orientations-là, répond aux priorités. Voilà, donc je ne reviens pas pour le sujet parce que du coup, ça permet de faciliter les déplacements domicile, travail, location, l'accès aux services, limiter l'usage de la voiture autant que possible, et puis pour les populations plus modestes, hein, le logement social, voilà, étant destiné aux personnes plus modestes, voilà, après, même s'il y a différentes catégories, ça, je n'apprends rien à personne. Donc clairement, ça sur le champ de logement social. Après, sur l'habitat privé, cette politique de mobilité effectivement a contribué voilà, à améliorer l'attractivité résidentielle. On en est encore qu'au début, il y a quand même quelques effets qui commencent à se faire sentir. C'est aussi un moyen de conforter, de développer les actions qui sont menées en termes d'actions, notamment, je parlais de centre-ville, d'agglomération, d'attractivité, vous parliez de commerce là-dessus. Clairement, c'est quelque chose qui a pu permettre de conforter les actions en termes de valorisation de patrimoine de reconstruction. Dunkerque est aussi une ville de reconstruction, donc avec des actions vers les copropriétés. C'est aussi de rénover le parc ancien. Voilà, je ne développe pas, mais des opérations de restructuration immobilière. Et clairement, le réseau de transport et ce que ça induit derrière est aussi vécu comme un enjeu, enfin un avantage pour un certain nombre de populations qui viennent habiter sur le centre d'agglomération ou qui peuvent le décider à venir. Et c'était aussi l'objectif de développer de logements neufs, diversifiés, qualitatifs, voilà, notamment jeunes actifs, salariés, qui est un des enjeux pour beaucoup d'agglomérations, et ces éléments-là, ils participent grandement. Voilà, et je finirai en disant qu'effectivement, cette petite mobilité, en fait, continue d'évoluer, de se construire avec des développements plus, mais voilà, qui a été évoqué sur des plans vélo, transport à la demande, et un lien très fort avec un futur très proche qui va arriver sur le développement des activités économiques importantes. Les territoires ont beaucoup d'annonces de grosses entreprises, donc ils vont générer aussi des besoins en logement, et ces questions de mobilité, ils sont aussi importantes. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation où en quelques minutes, vous avez réussi à bien montrer les connexions qui sont faites entre, je dirais, ces deux champs, mobilité et habitat. Et j'ai fait réagir monsieur le maire adjoint à la mairie de Meaux et conseiller communautaire du pays de Meaux parce que à Dunkerque, vous avez
une communauté urbaine, une intercommunalité qui est à la fois compétente, autorité organisatrice de mobilité, et qui donc a toutes les compétences en matière d'habitat. En région parisienne, le contexte territorial est différent, mais aussi les capacités d'action des élus locaux sont différentes, puisque l'autorité organisatrice de mobilité de premier rang, c'est la région Île-de-France, c'est pas les communes, ni les communes regroupées entre elles. Et donc, je dirais, comment vous réagissez à la fois, je dirais, sur le projet qui est énoncé là, la manière de penser ensemble mobilité et habitat, et comment, en tant qu'élu francilien, vous essayez de combiner ces deux préoccupations. Alors bonjour à tous. La question concernant les mobilités et l'habitat est une question essentielle. Moi, ce que je vais commencer par faire pour vous présenter les choses, c'est juste de présenter très rapidement la ville de Meaux, la communauté d'agglomération. La ville de Meaux, une ville de 56 000 habitants, une agglomération de 100 000 habitants qui aujourd'hui regroupe 26 communes. On est proche de Paris. On est à 45 km de Paris, à vol d'oiseau. Proche de Paris, ça veut dire bien desservi par les différents axes routiers, que ce soit sur la A4 qui nous met aux portes de Paris quand il n'y a pas de bouchon en même pas 40 minutes, mais en vérité le quotidien c'est plutôt 1h30 assez fréquemment puisque la traversée du Val-de-Marne est assez difficile. Proche de Paris aussi en transport en commun, quand les trains fonctionnent bien, le direct nous met à Paris à 27-28 minutes, 40 minutes pour les omnibus, avec une fréquence qui est plutôt correcte, puisque dans le cadre du cadencement qui a été mis en place par la région Île-de-France depuis quelques années, on a des directs toutes les demi-heures, on a des omnibus toutes les 15 minutes en heure de pointe, donc une bonne desserte. Meaux, sa communauté d'agglomération, moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'on est aux portes de l'Île-de-France. On est proche d'un son, bien évidemment, de pôles d'activité, que ce soit Paris, la première couronne parisienne, donc d'où cette desserte sur le cœur de Paris qui est essentielle pour nous, mais à proximité de deux poumons économiques d'importance, le secteur autour de Marne-la-Vallée qui s'est fortement développé. Certes, tout le monde imagine Disney, mais il y a toute une activité qui s'est développée autour de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, avec un certain nombre d'entreprises qui se sont installées, un certain nombre aussi d'offres hôtelières, de restauration, qui aussi présentent un intérêt, notamment pour nos populations peu qualifiées, et donc une possibilité d'emploi assez importante dans tout ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration sur le secteur de Marne-la-Vallée, de Disney, mais pas que. Et puis proche aussi de Roissy, avec un développement relativement fort, donc une volonté aussi du président de la communauté d'agglomération, maire de Meaux, de travailler beaucoup plus en étroite collaboration avec le secteur de Roissy, et donc nous avons mis en place ce que l'on appelle un GIP, un groupement d'intérêt public, regroupant les quatre communautés qui vont de Meaux jusqu'à Roissy, donc la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, Lizy-sur-Aube, beaucoup plus rurale, mais qui peut offrir de l'habitat, Plaine et Mont-de-France, donc un peu la charnière entre le Pays de Meaux et Roissy-Porte-de-France, et Roissy-Porte-de-France qui a des emplois, mais qui n'a pas forcément le foncier, alors que nous l'avons, et nous avons la possibilité donc de pouvoir accueillir soit de nouvelles entreprises qui souhaitent s'installer, soit bien évidemment des habitants qui souhaitent vivre dans notre agglomération et donc se rendre facilement ensuite à Roissy, d'où la desserte qui est pour nous essentielle. Alors, les questions d'habitat et de mobilité, je vais commencer par raconter une petite histoire, c'est mon cas personnel. Donc je suis maire adjoint en charge à la fois de l'habitat et des transports. Mon premier mandat en 2008, je n'avais que l'habitat et la rénovation urbaine. Donc, vous construisez, vous réhabilitez, un programme NPNRU sur notre communauté d'agglomération et sur la ville-centre, donc avec, sur quelques décennies, plus de 4000 logements sociaux démolis, autant de logements reconstruits, donc essentiel. En 2014, le maire m'a proposé de prendre en parallèle les transports. Pourquoi ? Parce que j'utilisais régulièrement les transports pour me rendre dans mon lieu d'activité, donc usager de ces différents sujets, et donc au premier chef, donc pour pouvoir apporter, j'ai envie de dire, une nouvelle impulsion, un regard assez critique. Donc j'ai récupéré les transports en 2014, et en 2020, j'ai eu la joie de récupérer en plus le logement. Donc on construit, on fait déplacer les habitants, et ensuite on les installe donc avec le logement qui concerne essentiellement les attributions, notamment en matière donc de logements sociaux. Cette politique, on l'a voulu aussi donc au sein de nos services, côté ville et agglomération, puisque tout est regroupé au sein d'un même département, qui est Grande Direction Générale Adjointe, Développement et Aménagement Durable du Territoire, où on intègre aussi bien l'habitat, la rénovation urbaine, le logement, mais également les transports et le développement durable et le développement économique, parce qu'au final, tous ces éléments sont liés. On construit,
il faut qu'on loge les habitants, il faut qu'on fasse attention à la mixité, il faut qu'on puisse effectivement les amener sur leur lieu de travail, sur leur lieu de consommation de différents services publics ou de consommation courante, se rendre dans les différents lieux de loisirs tels qu'ils le souhaitent. Donc effectivement, c'est bien lié. Et puis trouver aussi des emplois. Donc c'est donc cette volonté qu'on a voulu dans ce grand département. Donc au final, voilà, la ville de Meaux plutôt bien placée. Alors la gratuité des transports, si on souhaitait la mettre en place, ça serait un peu difficile puisque, comme vous le dites, c'est pas la communauté d'agglomération qui décide en termes de transport, c'est la région via Île-de-France Mobilité. Et ce qui nous amène souvent, dès que vous voulez faire des choses en matière de transport, à être sur des temps très longs. J'ai l'habitude en matière de rénovation urbaine et de logement et d'habitat, c'est une réalité entre le moment où vous décidez un grand projet qui va être structuré notre ville, entre le moment où vous décidez de construire des logements, que ce soit en accession ou en logement social, il y a un temps qui s'écoule. En matière de transport, il y a un temps aussi qui s'écoule, mais qui des fois est un peu compliqué et très long. Multitude d'opérateurs, et je me souviens très bien quand j'ai commencé en 2014, clairement, moi, ce que je constatais, c'était une saturation de notre ligne P, donc la ligne qui nous permet donc d'aller directement à Paris-Est, qui est utilisée par les habitants donc, qui habitent la ville de Meaux ou la ville de Triport, puisque nous avons 2 gares SNCF sur notre agglomération, et vous avez des trains aux heures de pointe qui sont plus que saturés. Donc le constat, nous le faisons depuis des années. Vous évoquiez la démographie de la ville et de notre agglomération. Croissance autour de 1%, en grossissant le trait, 0,9, 1,1 en fonction donc, des différentes années. Donc une croissance de notre population. Un Nord Seine-et-Marne qui continue aussi à attirer, puisque du côté de la Ferté-sous-Jouarre, du côté du Pays de l'Ourcq, il y a de nouveaux habitants qui s'installent, parce que le foncier est moins cher. Donc les habitants s'installent sur nos territoires. Le Nord Seine-et-Marne connaît une croissance de population et plus largement l'ensemble du département de Seine-et-Marne. Donc on est dans un département dynamique, les habitants s'installent. Quand les habitants s'installent, pour se rendre à Paris, pour se rendre à Marne-la-Vallée, se rendre à Roissy, je dis soit la voiture, soit les transports, et beaucoup utilisent les transports. Et donc quand vous avez des trains qui sont saturés, à un moment vous allez voir la SNCF, vous allez voir Île-de-France Mobilité, puis vous leur dites, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, premier rendez-vous avec Île-de-France Mobilité, où vous évoquiez ces différents sujets, et Île-de-France Mobilité qui vous répond de manière très subtile. La SNCF ne nous a pas alerté. La direction de Paris-Est ne nous a pas alerté. Ce que vous évoquiez en termes de croissance démographique, on le voit effectivement, nous avons fait les différents décomptes. Il y a une croissance importante, mais la SNCF ne nous a pas alerté. Bon, très bien, je vais voir la SNCF. Vous leur tenez le même discours en disant, voilà, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas Île-de-France Mobilité d'accroître l'offre, puisqu'il faut que l'opérateur propose à Île-de-France Mobilité d'accroître l'offre. À l'époque, le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Et puis, ils me disent, oui, nous, on a alerté Île-de-France Mobilité, mais ils n'ont pas réagi. Bon, à un moment, c'est un dialogue de sourds. Quand vous avez un dialogue de sourds, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez tout le monde autour de la table. Et donc, le maire a donc invité gentiment nos différents représentants du STIF, Île-de-France Mobilité et de la SNCF pour discuter. Présente, donc la Seine-et-Marne qui accueille de nouveaux habitants, notre agglomération qui croît, la ville de Meaux également. Nous avons réussi à récupérer des décomptes où nous avons donc sur la gare de Meaux 6% de croissance annuelle, donc au niveau des différents voyageurs, ce qui est plus qu'exponentiel. Je vous passe ceux qui utilisent les trains pour aller à Paris, donc à 7h14 qui sont debout, 7h44 qui sont debout, 8h14 qui sont debout. Donc il va peut-être falloir qu'on essaye de désaturer un peu ces différents éléments. Donc vous avez déjà une première réponse polie de dire de toute façon les habitants de Meaux ils peuvent prendre des omnibus, qui eux au départ de Meaux sont vides, effectivement, à part qu'au bout du deuxième arrêt, Esbly sont déjà pleins et que les habitants de Lagny et de Torcy aimeraient bien monter aussi dans un omnibus. Donc si tous les habitants de Meaux montaient dans le train omnibus, à Esbly pourrait prendre plus personne et donc c'est pas la peine de faire des arrêts à Lagny, à Torcy ou à Chelles pour aller sur Paris. Donc déjà, première réponse qui est très gentille, mais qui ne tient pas forcément compte de la réalité. Puis à un moment, vous leur dites, mais comment on essaye d'accroître l'offre ? Et là, vous avez, je me souviens encore, on parlait avec M. Desjardins quand on a préparé cette intervention, où Île-de-France Mobilité qui dit moi, je ne suis pas au courant. La SNCF qui dit moi, je vous ai donné des chiffres depuis 5 ans que vous n'avez pas réagi. Île-de-France Mobilité qui répond oui, non, mais ce n'est pas vraiment des chiffres que j'ai eus. Et puis, ce n'est pas au clair. Et au final, les deux se sont un peu disputés devant nous. Le maire me regarde, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on essaye on les laisse compter les points, puis dans 5 minutes, on va siffler la fin de la récréation. Puis au final, voilà, on les a laissés se disputer. Donc, pour se dire clairement, finalement, le constat, on l'a. On a une croissance de population, on a des trains saturés, il faut améliorer l'offre. Il faut ajouter des trains supplémentaires. Donc, stop, entre vous, dites-moi quel est le patron dans chacune des entités que je dois rencontrer. Donc, le maire de Meaux étant ancien ministre Jean-François Copé, il a quand même accès à des grands patrons qu'il doit rencontrer pour essayer de faire bouger les choses. C'est un peu comme ça que les choses sont mises en place. Donc,
Quelques années après, j'ai réussi à récupérer un train supplémentaire le matin, un train supplémentaire le soir, génial. Mais vous voyez que c'est un petit peu long. Donc normalement, je devrais avoir des omnibus supplémentaires par la suite, si ce n'est que Île-de-France Mobilité rencontrant quelques difficultés financières. Donc ce qui était prévu pour le service fin du mois 2023 qui devait se mettre en place en décembre 2022 va être décalé d'un an. Donc il faut être un petit peu patient. Donc ça, c'est les sujets concernant les transports en commun, mais surtout avec la SNCF. Bien évidemment, aussi, il y a la desserte, donc au niveau de la ville et de l'agglomération, qui pour nous est essentielle. Vous accueillez de nouveaux habitants, mais les habitants, ils s'installent aussi dans des nouveaux quartiers. Dans le cadre de notre projet de rénovation urbaine, il y a tout un nouveau quartier qui a été ouvert avec une nouvelle rue qui a été créée. Donc, on avait une politique d'urbanisation et une maîtrise foncière depuis quelques années qui nous a permis d'installer quasiment 1000 logements. Donc, un peu en la jonction entre ce que l'on appelle la ville-centre. Voilà. Donc, un peu à la jonction, donc autour de ce qu'on appelle, nous, par exemple, notre écoquartier, entre la partie bleue qu'on retrouve qui est la ville nouvelle, donc les quartiers en rénovation urbaine, c'est là où on a démoli les grandes barres, les grands logements sociaux. La partie un peu mauve, le centre-ville avec ses différents faubourgs. Et puis tout autour, on a fait un peu de la couture urbaine pour créer cet écoquartier. Au final, on a fait ni plus ni moins de la ZAN avant l'heure. On a fait du réinvestissement urbain. Des délaissés, d'anciennes friches, des petites habitations sans grand intérêt, parce que si c'est des meulières, on ne casse pas les meulières, où on a décidé donc de reconstruire la ville sur elle-même et pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Et clairement, cet écoquartier, s'il n'avait pas de desserte en transport en commun, ça serait compliqué. Donc on a fait un gros travail avec Transdev, avec Île-de-France Mobilité toujours, pour restructurer l'offre de bus. Donc pour nous, il y avait un certain nombre de points essentiels. D'une, améliorer l'offre, que ce soit tôt le matin, tard le soir, notamment pour les personnes qui travaillent sur le secteur de Roissy, sur le secteur de Marne-la-Vallée. Quand vous allez faire l'entretien ou le ménage dans les différents hôtels, il faut se rendre tôt sur Marne-la-Vallée, et que si votre premier bus ne vous emmène à Marne-la-Vallée qu'à 7h30 ou à 8h, c'est un petit peu tard. Donc effectivement, il faut une offre qui commence beaucoup plus tôt. Idem sur le secteur de Roissy. Donc c'était une volonté d'accroître au sein de notre agglomération l'offre de bus tôt le matin, tard le soir, parce que aussi on a du personnel qui des fois finit un petit peu tard. Donc et puis desservir les nouveaux quartiers, autour de l'écoquartier, de l'avenue de la Marne, notamment le long du parc du Paty, où un certain nombre de logements avaient été construits, il y a un quartier qui n'était pas du tout desservi en transport en commun. Et surtout, assurer une ligne forte entre les secteurs de forte habitation, donc le quartier de Beauval, qui regroupe la moitié de la ville, avec la gare de Meaux, et donc on a créé ce qu'on appelle une ligne mobilien, donc dans le jargon de la SNCF, donc c'est une ligne à haute fréquence, c'est pas du bus à haut niveau service, c'est pas une ligne dédiée parce qu'au final on est sur une agglomération plutôt fluide, donc j'ai pas besoin de créer des couloirs de bus spécifiques pour que les bus aillent rapidement à la gare, donc avec une fréquence très forte, toutes les 5 minutes vous avez un bus, on a dépassé le millionième voyageur dans l'année dernière, donc ça fonctionne très bien, et c'est ce qui permet vraiment de bien desservir la partie dense en termes d'habitat, le quartier de Beauval, en passant par le centre-ville et d'aller directement à la gare pour desservir ces différents aspects. Donc c'est là où on se rend compte, voilà, quand on fait de l'habitat, il faut bien évidemment s'assurer que les nouveaux quartiers soient desservis et que vos quartiers d'habitat dense puissent bien évidemment bénéficier de transports de qualité. Alors sur la ville de Meaux, on a aussi mis en place, notamment autour des mobilités douces, un plan vélo qu'on a commencé très tôt, puisque nous sommes aujourd'hui sur notre deuxième plan triennal. Et c'était une volonté aussi de développer les mobilités douces. Alors pas facile au début quand vous commencez. Parce que vous créez de belles pistes cyclables. Alors autant dans la rénovation urbaine, à chaque fois qu'on a fait des nouvelles voiries, on a créé des pistes cyclables, mais après il fallait raccorder donc ces différentes pistes cyclables entre elles, ce qui est des fois beaucoup plus difficile quand vous êtes dans le centre-ville, quand vous êtes dans les différents faubourgs qui font la jonction avec ce que j'appelle la ville nouvelle, parce qu'on ne démolit pas et on ne reconstruit pas. Donc le cahier des charges du maire était très simple, c'est je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais j'espère qu'il n'y a pas d'autres personnes de Paris qui m'écoutent, mais on fait tout sauf comme Paris. Donc, c'est-à-dire, en gros, on va éviter de prendre la place de la voiture pour mettre des pistes cyclables. Parce que je reviendrai sur la voiture, pour nous, c'est aussi important. Donc, créons des pistes cyclables sans prendre sur la voiture, sans prendre sur le piéton, et soyons innovants. Alors, on a pris un peu sur du stationnement qu'on a relocalisé, ça c'est quand même des choses assez simples, et d'utiliser les grands axes, et puis créer bien évidemment des zones 30, des rues vélos et des pistes cyclables dédiées. Mais quand vous créez ces pistes cyclables au tout début, bien évidemment, il y a ceux qui sont un peu les détracteurs qui vont dire mais au final il n'y a personne sur ces pistes cyclables, et puis il faut laisser le temps au temps, les habitudes vont se mettre en place. Donc aujourd'hui on a développé le plan vélo, donc avec 45 km de pistes cyclables, c'est quasiment un doublement qui a été fait
sur les 6 années qui se sont déjà écoulées. Donc pour nous, c'est quelque chose de relativement important. C'est offrir des services aussi autour du vélo. Donc on a travaillé avec une entreprise d'insertion, Germinal pour ne pas la citer, qui a mis en place donc un chantier d'insertion pour prêter des vélos auprès donc des différents habitants sur différents sites gratuitement. On n'a pas le Véligo parce qu'on n'a pas non plus un contrat, j'ai envie de dire, publicité qui nous permet d'envisager quelque chose. Et puis notre agglomération à 100 000 habitants n'a pas une taille suffisante pour développer un vélo hors libre-service qui ne passerait pas par ce type de structure, donc sur une structure d'insertion, avec des points de collecte en différents lieux, avec des horaires bien évidemment adaptables, et en garde-mot, une consigne à vélo qui fonctionne plutôt bien, puisque aujourd'hui j'ai plus de 500 personnes qui sont abonnées et qui peuvent bénéficier de réparation de vélo avec juste le coût de la main-d'œuvre, du moins juste le coût des pièces détachées et la main-d'œuvre qui est offerte donc sur la réparation de vélo. C'est bien utile, on l'a vu au lendemain du confinement, on y reviendra tout à l'heure, pour offrir donc de nouvelles offres de mobilité. Et puis pour finir, je vais revenir quand même sur la voiture, parce que la ville de Meaux, son agglomération, c'est à la fois une ville de banlieue, mais c'est à la fois une ville de province. En région Île-de-France. Et donc, cette difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nos habitants ont besoin de leur voiture. Moi, aujourd'hui, quand j'ai des ménages qui s'installent sur notre agglomération, c'est pas une voiture, c'est pas un vélo, c'est 2 voitures, 3 vélos, voilà. Donc, bien évidemment, tous ces éléments sont à intégrer. Donc, nous sommes très attentifs lorsque nous avons différents programmes immobiliers, que ce soit en accession ou en logement social, pour avoir donc une bonne offre de voitures, de stationnement derrière, pour éviter que j'ai du stationnement sur l'espace public et pas forcément la capacité de pouvoir l'accueillir, surtout si j'essaye de récupérer des places pour y créer des pistes cyclables. Donc, il faut qu'on soit effectivement vertueux dans ce sens-là, mais également dans le logement social, tout en essayant de proposer des prix qui soient tout à fait adaptés pour que nos locataires ne soient pas pénalisés pour pouvoir stationner leur voiture dans un parking en structure. Donc, on offre effectivement, donc, du moins, on est assez vigilant sur ces aspects. Et puis, bien évidemment, on impose aux promoteurs, et ça, on avait modifié le PLU, même si depuis la loi nous a rejoint là-dessus, pour qu'il y ait des espaces aussi généreux en matière donc de stationnement vélo. Et puis, aujourd'hui, les promoteurs font preuve d'innovation avec des startups qui se développent ici ou là pour faire du partage de vélos pour la copropriété. Même maintenant, aujourd'hui, des véhicules électriques donc en partage dans les copropriétés. Donc bingo, allons-y, toujours en étant vigilant, et c'est ce que je dis tout le temps aux promoteurs. Moi, les innovations un peu gadgets qui coûtent cher à une copropriété derrière, non merci, parce que j'ai pas envie de gérer des copropriétés dégradées. On a déjà suffisamment de sujets à gérer donc sur l'habitat ancien et la rénovation urbaine, donc je ne vais pas m'ajouter des copropriétés dégradées, mais quelque chose qui fonctionne bien et qui répond aux besoins des différents habitants, je suis assez favorable là-dessus. Voilà. Si vous permettez, peut-être juste une petite parenthèse, puisqu'on parlait de stationnement, du moins de mobilité et d'habitat. Dans le cadre de la loi Elan, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y a effectivement la possibilité pour certaines communes qui sont mal desservies en transport de ne plus être soumis à l'obligation de la loi SRU. Et c'est ce qu'on a vécu sur notre agglomération, puisqu'il y a 2 communes, la commune de Varennes, qui est située à quelques kilomètres au nord de la ville, très mal desservie en transport, et la commune de Mareuil-les-Maux, qui est au sud de notre agglomération, qui elle également était mal desservie en transport, même si le logement social était plutôt porte d'entrée de Meaux, donc qui était plutôt bien desservi. Donc ces 2 communes sont sorties de cette obligation de la loi SRU. C'est tout à fait justifié pour Varennes, parce que moi, le maire me l'expliquait assez souvent. Moi, la loi m'oblige à construire du logement social, il n'y a pas de sujet. Et d'ailleurs, ça répond aux besoins de mes habitants. Les jeunes qui souhaitent décohabiter de chez les parents, ils n'ont pas les moyens d'acquérir un logement, ils n'ont pas les moyens d'aller dans le privé, donc ils font une demande de logement, comme 80% du logement de notre logement social de notre agglomération est à Meaux, ils font une demande à Meaux, donc ils sollicitent le maire de Meaux, ils me sollicitent pour avoir un logement social. J'ai 4000 demandeurs, donc c'est autant vous dire que les temps sont plutôt longs, et donc pour un élu comme le maire de Varennes, ça a du sens de construire du logement social dans son agglomération, mais en construire beaucoup tel que l'exige la loi SRU, c'est difficile parce que des fois ils se retrouvent à accueillir des publics des fois fragiles, éloignés de l'emploi, éloignés des services, et qui ne peuvent pas accéder à la ville-centre pour pouvoir bénéficier de ces différents services. Donc on voit quand même que le législateur adapte aussi petit à petit ces différents sujets et intègre ces différentes problématiques. Merci beaucoup pour ces remarques. Alors, je vois sur l'écran là-bas qu'il y a des questions. On les prendra tout à l'heure, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, on a bien noté qu'il y en avait certaines. Et merci pour votre présentation sur Meaux. On voit qu'il y a mobilité habitat, il y a 3 temporalités compliquées. Il y a la temporalité des réseaux qui est compliquée parce que rajouter un train sur un réseau déjà saturé, c'est très complexe, c'est long, puis parfois c'est coûteux. Donc voilà, donc c'est quasiment 10 ans pour un train de plus en heure de pointe, c'est à peu près ça ce que vous racontez. La temporalité des mentalités aussi, vous l'avez évoqué, pour le vélo, etc. Bon, il y a et puis la temporalité matérielle, quoi, de la transformation de la ville. Et Arnaud, qui connaît bien tous ces sujets transport, territoire, et qui est aussi donc vice-président, coprésident, coprésident. coprésident. Oh là 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 là.
On est 3, donc coprésident de l'Observatoire des transports gratuits. Ça peut être peut-être là la question principale, le transport gratuit, au-delà, je dirais, de l'intérêt évidemment pour ceux qui ne payent pas l'autobus ou le métro quand ils le prennent, c'est est-ce que en l'observant, c'est un des éléments justement qui peut être un accélérateur de ces temporalités complexes et longues et parfois frustrantes de la, je dirais, de la concordance entre transport et aménagement. Comment tu le vois? Oui, alors je vais peut-être, je vais répondre peut-être déjà de quelques éléments à ta question, et puis après je défilerai rapidement quelques 3-4 diapositives. La gratuité, moi je trouve que c'est une politique publique qui est intéressante parce qu'elle offre justement de faire différemment avec des choses existantes en fait. Hein. C'est le réseau est là. Alors on a bien compris qu'à Dunkerque il y a Dunkerque, il y a eu beaucoup de changements du réseau et la gratuité s'accompagne aussi de changements de réseau. Mais l'idée c'est qu'on n'attend pas une nouvelle technologie qui va nous sauver, on n'attend pas une transformation radicale demain matin. On se dit comment avec le réseau existant, les techniques existantes, je peux les utiliser différemment pour faire autre chose. Pour faire une autre action publique en fait, en quelque sorte, et en l'occurrence celle d'un autre rapport au transport collectif. Donc voilà un peu une première réponse à ta question. Alors je parle ici au titre de cet observatoire qui est un observatoire ami ou allié ou parallèle de celui de l'habitat, et j'en profite pour faire 2 secondes de publicité puisque nous venons de sortir un livre au mois de avril qui s'appelle La gratuité des transports, une idée payante, point d'interrogation, puisque nous observons, mais nous ne prenons pas parti. Hein, notre but est de comprendre ce phénomène de la gratuité. Et dans ce livre, donc, vous trouverez une dizaine d'idées reçues, et je vais juste en parler rapidement, hein, que nous avons essayé de déconstruire, selon un mot à la mode, pour essayer de se dire, bah voilà, ces idées reçues sont souvent mal documentées, et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la gratuité, elle a ceci aussi de particulier, qu'elle attire beaucoup l'attention, sûrement un peu plus que ce qu'elle mérite. Parce qu'il y a ce mot un peu, alors je sais pas s'il faut le dire magique, tabou, en tout cas qui attire les regards. Alors juste deux trois mots pour rappeler un petit peu quelques éléments de ce que c'est que la gratuité, puis j'arriverai à la fin sur le lien ou les liens possibles avec les logements, qui sont peut-être pas forcément tous ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Rapidement pour dire que en fait, c'est exactement ce que Xavier, tu as prononcé un mot qui est cher à l'historien que je suis, qui est contexte au démarrage de ton introduction. La gratuité, elle doit se comprendre dans les contextes dans lesquels elle se déploie. Et moi, je pense que la première chose à se dire sur la gratuité, c'est que il est difficile de tenir un grand discours sur la gratuité. C'est en fait, elle ne se comprend que dans des situations locales particulières. Et en l'occurrence, en France, donc j'ai mis cette petite carte que nous avons faite à l'Observatoire, il y a 37 réseaux gratuits, en gratuité totale aujourd'hui, mais la gratuité, c'est aussi de la gratuité partielle, celle qui peut s'exercer par exemple uniquement le week-end. Alors c'est le cas aujourd'hui à Montpellier notamment, hein, qui est une ville qui préfigure une gratuité totale par la gratuité de week-end, mais c'est aussi le cas à Clermont-Ferrand, qui est une ville qui expérimente la gratuité de week-end, et c'est aussi le cas à Nantes par exemple, hein, donc c'est pas forcément avec les mêmes projets politiques derrière. C'est une gratuité qui peut être partielle si elle est sous condition, ça peut être une gratuité pour certains publics en particulier. Et par exemple, je vais reprendre le cas de la métropole de Montpellier où la gratuité envisagée à terme ne serait que pour les habitants ou habitantes de la métropole, et donc justement pas pour ceux ou celles qui habitent à l'extérieur, avec un effet d'attraction territoriale sur le cœur de l'agglomération. Et puis aussi, on a d'autres formes de gratuité qui sont uniquement certains services gratuits, hein, le transport le TAD à la demande, par exemple, ou voilà, d'autres formes d'une ligne particulière pour un événement, etc. Et moi, j'insisterai sur donc diverses formes de gratuité, et puis surtout divers moteurs derrière la gratuité. On peut avoir un moteur écologique, et je ne juge pas de la pertinence de ces moteurs, je veux juste qualifier le fait que les élus peuvent décider de la gratuité pour différentes raisons. Et qui sont assez variés selon les villes. On peut avoir donc cette idée du report modal depuis l'automobile, la dimension écologique, mais vous voyez par exemple que Grenoble, qui est une ville où les élus verts avaient inscrit la gratuité à
à leur programme ne l'a pas encore fait parce que ça ne fait pas consensus, c'est extrêmement tendu, y compris dans une ville réputée écologiste, on va dire. On a une vision sociale qui est l'idée qu'il y a le non-recours, les gens qui ne profitent pas ne vont pas demander leur tarif social quand la tarification sociale ou solidaire existe. Et donc, quand vous faites la gratuité, vous effacez cette distinction, discrimination ou cet effet d'autocensure de la demande. On peut avoir aussi, alors j'ai mis une vision d'exploitation, même si c'est pas vraiment exactement le bon mot, mais l'idée de remplir les bus. C'est un peu le cas que vous avez annoncé aussi à Dunkerque. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez quand même des bus qui n'étaient pas forcément très remplis, ou pour le dire autrement, des bus avec une forte capacité de réserve, de marge de manœuvre, ce qui ne serait pas le cas en Ile-de-France. Sur la ligne P de Meaux, on ne pourrait pas rajouter des gens. Donc on n'est pas, voilà, le contexte est pas le même. La question territoriale, donc l'attractivité du centre, ça c'est vraiment, je reviendrai sur le cas de Montpellier où l'idée est bien de construire une zone centrale avec de construire une attractivité particulière dont la gratuité est un des facteurs. Et puis du coup le périurbain, périphérique au-delà de cette agglomération n'en profite pas, et donc l'idée c'est de faire en sorte que les gens aillent habiter plutôt dans la métropole en se disant oui, mais au fait les transports ils sont gratuits. Alors que sinon je vais être plus loin et je vais être plus dépendant de mes 2 voitures et je vais en plus ça va me coûter cher. Et puis on a aussi des visions économiques, un peu en lien d'ailleurs avec des choix anciens, la ville de Vitré par exemple, qui est une vieille ville de la gratuité, qui a fait ce choix plutôt pour attirer des employeurs, donc des entreprises, ou Compiègne qui avait fait ce choix pour attirer des étudiants dans les années 70. Donc plusieurs motivations, et souvent c'est un peu masqué quand on dit gratuité, on pense pas à ces différents moteurs. Et puis non seulement on pense pas à ces différents moteurs, mais en plus, en fait, quand on dit gratuité, on va tout de suite tomber dans un débat qui est souvent assez mal fondé, mal posé, et moi je vais témoigner, je vais raconter ma petite histoire aussi, c'est que quand on n'est pas fondamentalement contre, on est catalogué comme pour, en fait, c'est ça, pour le dire vite. Donc moi je me définis pas comme fondamentalement contre, et donc je suis systématiquement associé avec d'autres collègues comme étant pro-gratuité, ce qui n'est pas forcément mon cas. D'où l'idée de cet ouvrage où on a essayé de balayer quelques idées reçues que tout le monde peut avoir sur la gratuité. La première, c'est que there is no such thing as a free lunch. En fait, rien n'est jamais gratuit, pour le dire en français. C'était la fameuse phrase de Milton Friedman qui dit que voilà, il y a bien quelqu'un qui paye quelque part. Alors je ne vais pas toutes les déconstruire, mais évidemment, la gratuité, et je vais revenir juste sur celle-là. Évidemment, la gratuité, il y a quelqu'un qui paye les transports. Mais dans n'importe quelle ville, en fait, déjà, en fait, évidemment, c'est payé par, d'une part, le versement mobilité, d'autre part, les subventions publiques, et dans l'ordre de 70, 80, 90% sont financés, des coûts d'exploitation sont financés comme ça. Les coûts d'investissement étant jamais financés par les recettes. Donc on est vraiment déjà sur un système où finalement les voyageurs ou voyageuses ne payent qu'un tout petit bout. Donc la différence, le mot gratuité agit comme si c'était une frontière très, très stricte, alors qu'en fait on est quasiment dans une forme de continuité entre le petit bout qu'il faut enlever pour certains réseaux, comme à Dunkerque, vous l'avez dit, mais c'est pas le cas du tout à Lyon ou à Paris ou en Ile-de-France, où on est plutôt sur des chiffres de 40% des coûts qui sont couverts par les recettes, et donc c'est pas les mêmes enjeux évidemment. D'autres idées reçues, est-ce que ce n'est valable que dans les petites villes? Alors je reviens du Luxembourg par exemple, qui est un pays gratuit entièrement, donc c'est pas un grand pays, mais c'est déjà pas une petite ville. Est-ce que ça sacrifie la qualité du réseau? Est-ce que ça va dégrader les conditions de travail des agents et leur statut? Est-ce que les gens vont moins marcher, vont prendre le bus? Est-ce que ça va tuer les politiques cyclables parce que les cyclistes vont s'abandonner tout de suite leur vélo et monter dans les bus? Est-ce une mesure écologique qui fait du report modal? Ou est-ce que ça fait vraiment, donc, enfin voilà, toutes ces idées reçues, on les a essayé de les travailler, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a un peu, j'en appelle aux différents observatoires, c'est pas facile d'avoir des éléments scientifiques. Et souvent nos éléments scientifiques sont sur Dunkerque, qui est la plus grosse locomotive actuellement, mais on essaye d'instrumenter les mesures qui vont se mettre en place à Montpellier ou à Clermont ou ailleurs pour avoir des éléments pour documenter ce que c'est que la gratuité.
Voilà. Et puis juste un mot, hein, le monde urbain est un monde où il y a énormément d'autres choses gratuites. Il y a des services gratuits qui existent, sauf qu'on les qualifie pas comme tels. Hein. L'usage de l'espace public, par exemple, et c'est heureux, mais tout un tas de services qui sont gratuits, et de même, historiquement, on a beaucoup payé pour les infrastructures, pour traverser un pont avant la Révolution française, etc. Et le pont est devenu un pont gratuit, mais on ne parle plus de ponts gratuits aujourd'hui quand on les utilise. Alors, dernier élément, c'était la question du rapport au logement. Alors, je suis pas du tout un spécialiste du logement, donc j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, voilà, quelles sont les quelques idées que je peux avoir sur les liens entre gratuité et logement. J'en ai mis 4, mais voilà, j'en en a déjà un peu évoqué d'autres. Le premier, c'est sorti évidemment de ce qu'on voit monter en puissance sous le nom précarité. Hein. La précarité liée au logement. On voit de plus en plus que les politiques publiques et les associations qui s'investissent dans la précarité parlent en plus de précarité liée à la mobilité. Hein. C'est vraiment le champ qui monte, à mon avis. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec l'association qui s'appelle Stop Précarité Énergétique, hein, et qui justement s'intéresse beaucoup à la montée en puissance de cette précarité de la mobilité. Donc on voit bien que y a les deux qui peuvent être liés, la question des budgets évidemment, et des stigmatisations éventuellement qu'on peut avoir associées à ça. Et donc autant la précarité du logement c'est peut-être difficile à traiter, autant la précarité de la mobilité, la gratuité est une forme de réponse, de collectivisation un peu de ce financement. Donc on a là un premier calage entre les deux. Deuxième, c'est les effets territoriaux, hein, on en a beaucoup parlé, d'attractivité du territoire de l'autorité organisatrice face à l'essor du périurbain au-delà de son périmètre, et donc toute cette question de la mobilité subie des gens qui malheureusement ne peuvent pas se financer un logement trop proche du centre-ville. Eh bien, la gratuité est une forme aussi de réponse avec à ces problèmes, ou alors elle peut être aussi une façon d'essayer de faire tenir les gens au cœur, même ceux qui pourraient avoir le choix d'aller plus loin, mais parce que en fait la gratuité c'est les signaux prix, c'est-à-dire qu'en fait on fonctionne beaucoup sur le signal prix, c'est-à-dire en fait toute petite somme comme 1,50 € pour prendre le bus. Finalement, j'aurais pu la payer, mais quand je l'enlève, ça me fait un effet beaucoup plus fort de pratique. Ça, c'est un mécanisme économique qu'on connaît bien. Et donc, même des gens qui pourraient avoir les moyens, finalement, pour qui les transports sont pas très chers, ou l'abonnement, sont touchés par cette question de la gratuité. Quelque chose qui est assez différent, et c'est parce qu'on a fait une étude sur la pratique des jeunes à Dunkerque. On s'est rendu compte que finalement les jeunes, c'était pour eux le bus gratuit, c'était aussi une forme de lieu de sociabilisation, le lieu d'échange, le lieu de discussion, et que les jeunes, pour le dire comme ça, pouvaient utiliser le bus comme lieu de discussion plus que comme mode de déplacement. Donc on peut en penser ce qu'on en veut, on peut se dire les bus c'est pas fait pour ça. Mais on peut aussi se dire que c'est une façon d'émanciper un peu, de permettre l'émancipation du jeune, et par rapport au logement, c'est-à-dire en fait c'est une pièce en plus en quelque sorte, une pièce mobile qui n'est pas un scooter et qui est plus sûr qu'un scooter, qui est moins polluante qu'un scooter, et qui est une façon de produire un espace public pour les jeunes en forme un peu sécurisée. Donc autre chose que d'inviter quelqu'un chez soi, pour le dire comme ça, avec ses parents. Et puis, dernier élément, c'est aussi que la gratuité, c'est peut-être un autre rapport à des logiques de tarification de services urbains, de services qui, évidemment, beaucoup concernent le logement, comme l'eau, l'énergie, etc. On n'en appelle pas à ce que tout soit gratuit, évidemment, mais la gratuité, c'est aussi de se dire peut-être que de nouvelles formes de tarification, notamment celle où on a les premiers mètres cubes gratuits et puis le xème mètre cube hors de prix, ce genre de tarification n'est pas loin de l'idée de la gratuité, et que la gratuité est aussi une façon de préparer les esprits à une autre façon de consommer en quelque sorte, peut-être en visant des comportements qui seraient plus économes et sobres en fait quelque part. Et c'est peut-être un peu le paradoxe final, c'est de se dire peut-être que cette gratuité dont on se dit comme c'est gratuit, c'est un peu buffet gratuit, je prends tout, mais en fait c'est pas ça du tout, c'est autre chose, c'est un autre rapport aux objets urbains. Et on le voit bien d'ailleurs quand on va dans des villes à gratuité où le rapport au bus est très différent. On le sent comme ça, comme c'est un espace public roulant,
C'est véritablement ça. Voilà, c'était ce que je voulais présenter ce matin. Merci. Et une petite question. Est-ce que on voit bien, et ton panorama montre que voilà, la gratuité, ça transforme un peu l'habiter en ville d'une certaine manière avec tout ce que les pratiques de mobilité, pratiques de sociabilité, le rapport au prix, etc. Et est-ce que spécifiquement sur la question de l'attractivité résidentielle, peut-être pas en France, mais dans des exemples étrangers, il y a des études qui ont montré cet effet-là. Alors, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très différent, comme tu le présentais, c'est-à-dire, il y a des villes comme Montpellier qui sont plutôt la gratuité pour ceux qui sont contribuables dans la ville. Et donc, effectivement, il y a un effet de frontière qui peut se justifier, comme parfois, les tarifs des piscines sont différents, par exemple, enfin, entre ceux qui sont du ressort de la communauté d'agglo ou pas. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y aura cet effet-là? Et donc, alors, est-ce qu'il y a des effets territoriaux? Est-ce qu'on les observe notamment quand il y a des effets frontières? Parce qu'on peut imaginer qu'un ménage qui hésite entre deux maisons, une qui est dans la communauté de la métropole et celle qui est juste à côté, si la différence de prix est quasi insignifiante, va préférer s'installer dans l'intérieur du périmètre. Donc, est-ce que ça a été mesuré ou c'est trop récent? Alors, on n'a pas énormément d'éléments. Il y a des programmes de recherche qui sont actuellement en cours sur l'international. Ce programme s'appelle LIFT, porté par Wojciech Koblewski, donc qui est un collègue belge. Et qui vise à étudier ces effets des gratuités dans plein de villes dans le monde, parce qu'en fait il y a plein de villes dans le monde où ça existe. Simplement la ville à laquelle on peut penser par rapport à ta question, c'est Tallinn, qui doit être la plus grosse ville à gratuité dans le monde, et où il y a effectivement c'est réservé aux habitants, avec l'idée de faire venir les habitants pour faire venir de l'activité et finalement des taxes et financer la gratuité par ces taxes en quelque sorte nouvelles. Donc il y a cette idée que la gratuité est un signal prix qui fait venir, oui, qui va orienter les décisions vers l'habitat dans le centre de l'agglomération, pour dire comme ça. Voilà, mais c'est encore assez jeune comme thème, même si la gratuité existe depuis les années 70 en France, donc on met 50 ans à essayer de commencer à étudier la chose. Oui, d'ailleurs. Et tu l'évoquais, il y a la gratuité de l'autobus, mais vous évoquez la gratuité des vélos. Donc on voit bien que d'une certaine manière, c'est aussi, voilà, les services offerts sont parfois différents selon les villes. Est-ce que vous voulez réagir ou non, depuis Dunkerque, cet exposé, cette montée en généralité que propose Arnaud par rapport à l'exemple de... Oui, non, enfin, les propos en fait retranscrivent bien à un moment donné, je pense, toutes les réflexions qui ont été menées sur le territoire avec les élus sur un certain nombre de liens. Je retrouve effectivement sur les différentes motivations que vous avez pu évoquer. Effectivement, après, nous, on a aussi coutume de dire, c'est vrai qu'on parle le mot qu'on dit tabou gratuité. En fait, c'est la gratuité de l'accès au réseau de transport. C'est pas la gratuité en tant que telle, comme vous dit. Effectivement, ça, c'est souvent une idée un peu préconçue qu'il faut effectivement combattre parce que voilà, sinon après, effectivement, on part dans des raisonnements et les opposants se feront voilà, après, c'est un vrai débat. Mais non, c'est effectivement vraiment intéressant. Alors, pour compléter, effectivement, j'étais resté beaucoup sur le réseau de bus. Hein. C'est vrai que du coup, j'ai parlé de l'attractivité par rapport au centre d'agglomération et au centre-ville de Dunkerque. Pour autant, si je complète le propos, tout l'enjeu aussi de notre politique mobilité, donc en lien avec l'habitat, c'est aussi de développer ces solidarités justement avec les communes un peu plus périurbaines au sein du territoire, j'entends, effectivement, parce que nous aussi, on est confronté à ce phénomène. Hein. En plus, territoire portuaire, il y a la mer, la Belgique, et après, effectivement, tout l'arrière-pays qui fait de concurrence, qui, voilà, on peut avoir un peu plus de possibilités foncières. Hein. Quand vous parliez sur Meaux, certaines agglomérations sur le côté, effectivement, voilà, ils ont pas tout ça, ils n'ont pas le foncier que vous pouvez apporter, effectivement. On est dans un territoire très différent, mais c'est vrai que c'est aussi des sujets importants. Donc c'est aussi comment travailler sur le centre-ville, le centre d'agglo en tant que le centre d'agglo, c'est quand même la plus grande part de la population. Hein. Effectivement, je souscris totalement à quand vous parlez de zéro artificialisation nette, travaux sur les écoquartiers. Voilà, on a aussi quelques réflexions à ce sujet-là. Clairement, c'est aussi articuler le centre et les communes un peu plus périphériques en termes de solidarité et d'accès au transport. Voilà, le réseau s'est clairement focalisé sur ce réseau de transport au niveau de service. Alors après, bon, c'est pas reconnaissant, plutôt sur la moitié de l'agglomération jusqu'à un peu à l'est. Après, effectivement, il y a toute la frange ouest et est qui est en train d'être retravaillée pour développer le réseau au regard des besoins et, comme je l'évoquais, de futures entreprises. Voilà, donc c'est vrai que dans le plan vélo, nous aussi, effectivement, depuis bien longtemps, il y a eu des choses qui ont été faites.
Il fut un temps, on avait aussi des stations de vélo, ça a été revu, hein. Il y a d'autres politiques de stationnement sécurisé, d'offres de services aussi, hein. Clairement, le vélo, mobilité douce, c'est aussi très important à ce niveau-là. De transport à la demande, hein, vous l'évoquez, c'est vrai que ça fait aussi partie justement de solutions qui sont à étudier pour justement limiter cette précarité de la mobilité ou arriver à satisfaire l'ensemble des besoins sans pour autant développer le réseau outrance, parce qu'effectivement, c'est quand même des investissements important et c'est totalement c'est vrai qu'on n'a pas on a cette chance d'être autorité des transports, donc de pouvoir prendre un certain nombre de décisions plus faciles. Pour autant effectivement nous aussi en étant sur le nord de la France, si je puis dire, effectivement par rapport à la SNCF, on comprend tout à fait les difficultés qu'il peut avoir à augmenter les trains. Nous, on se bat plutôt pour les conserver, pour éviter qu'ils nous restreignent les dessertes, hein. C'est vrai que le fait que le TGV arrive à Dunkerque a été quand même un sacré atout à une époque. Là, on est plutôt à se battre pour conserver un certain nombre de liaisons, parce qu'effectivement, ça pourrait être au détriment de ça. D'ailleurs, ce matin, justement, j'ai bien failli ne pas forcément arriver, parce qu'il y avait un peu de retard sur les trains et les interconnexions. Donc voilà ce que je voulais en rajouter. Merci beaucoup. On arrive dans la dernière partie de cet échange et plutôt un temps de questions-réponses. Donc, j'invite aux participants en ligne à nous poser leurs questions dans le chat qu'on pourra partager avec les participants. En attendant que les questions arrivent, moi j'ai une première question pour vous, monsieur. Vous nous avez parlé du travail que vous faites avec les promoteurs sur les questions de mobilité. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples peut-être ou des choses CAMO où vous avez senti dans ce travail avec le producteur privé de logement la prise en compte des questions de mobilité? Donc, il y a une question là qui est arrivée sur la question des nouvelles technologies pour orienter les futurs moyens de mobilité. Vous en avez parlé un peu avec les promoteurs. Vous, dans votre conception de la ville et de l'habitat via les acteurs privés, comment vous essayez d'y mettre ces questions de mobilité et comment vous ressentez aussi peut-être les dynamiques ou les inflexions sur ce sujet? Alors, en gros, c'est pas vraiment la ville qui était demandeuse, hein. Moi, ce que le maire me demandait, puisqu'à chaque fois que j'ai un grand projet important en termes d'urbanisme, un permis de construire à délivrer, je le présente auprès de mes collègues en bureau municipal pour validation. C'est quand même mieux que collectivement ce soit validé une fois que quand le bâtiment est livré et qu'on me dise « Ah, c'est pas beau ». Bon, une fois que c'est fait, hein. Donc au moins comme ça, ça traite les choses en avant. Et ce que m'a demandé le maire, et c'est le discours qu'on a tenu vis-à-vis des promoteurs, c'est on veut des bâtiments qui deviennent intelligents. C'est bien de construire. On construit du beau, on construit du qualitatif, on construit aussi du durable, mais on voudrait quelque chose un peu d'innovant. Alors, une fois qu'on a dit ça aux promoteurs, hein, et notamment lorsqu'on a lancé, on a une conférence avec les promoteurs qu'on essaie de réunir tous les 2 ans, hein, donc on les a réunis au début du mandat en 2020, un peu en décalage avec le Covid, hein. Vous savez ce que c'est pour les élus ou même, j'ai envie de dire, les différents opérateurs qui travaillent avec les collectivités locales. On a un calendrier qui est un petit peu décalé, et donc on a mis en place une charte des constructions neuves, et dans cette charte des constructions neuves, il y a un certain nombre d'obligations, et puis on invite aussi les promoteurs, et c'est ce qu'on a tenu comme discours vis-à-vis d'eux, à nous proposer des choses un peu innovantes. Et donc les promoteurs, ils se sont creusés un peu la tête, ils ont regardé un peu sur notre site internet, ils se sont dit, le maire, son adjoint qui en plus l'urbanisme a aussi les transports, insiste beaucoup sur le plan vélo, donc on va creuser autour des mobilités. C'est vraiment comme ça, je pense que c'est aussi une volonté d'un certain nombre de promoteurs qui n'étaient pas forcément présents sur notre ville et notre agglomération, entre guillemets, de nous draguer par le bon sens en disant « J'ai vu que vous aviez un super plan vélo, 45 km de pistes cyclables, le maire en parle beaucoup. On a quelque chose un peu d'innovant, on travaille avec une start-up qui propose donc des vélos à assistance électrique en libre service et en copartage. Et donc, on va travailler avec cette start-up. Hein, donc, il y a un premier promoteur qui nous a proposé un projet. Donc, ça a été livré. Il y en a un second qui nous a proposé la même chose. La semaine dernière, donc sur un foncier en réinvestissement urbain, consultation promoteur, il y en a 4 qui se battent. Il y en a un qui vient apporter cette solution un peu innovante et qui, en plus, me sort aussi du vélo, du moins des véhicules en autopartage. Alors là où j'étais un peu étonné, c'était donc pour à peu près 250 logements de voitures électriques, donc je trouvais que c'était peu. Alors il me dit oui, en moyenne c'est une pour 70 logements. Donc je lui ai dit c'est faible, mais d'un autre côté il a complètement raison, c'est que oui, c'est pour les ménages qui, eux, vont se dire finalement, j'ai pas besoin de la voiture parce que je vais avoir une voiture en autopartage. C'est pas pour l'ensemble des locataires ou des propriétaires qui vont acheter sur ce bien. Donc au final, ça a du sens. Et c'est vrai que j'avais eu cette approche aussi dans le cadre d'une résidence senior. Et là, dans une résidence senior, on a tout de suite acheté 3 voitures en autopartage pour la résidence senior. Et ça avait du sens. Voilà. Donc c'est plutôt eux qui sont venus avec différentes startups. Hein, donc c'est là où on est plutôt vigilant.
ce que je leur ai demandé aussi, c'est que moi, j'ai pas envie de tester, donc ça a été voilà, mis en place sur d'autres territoires, hein, donc que ce soit sur la première couronne parisienne, pour l'essentiel sur les Hauts-de-Seine, hein, où il y a déjà eu des tests. Ça fonctionne plutôt bien, donc on a regardé, on s'est renseigné auprès d'autres élus. Donc ok, voilà, de la voiture électrique en autopartage, des vélos assistance électrique ou pas en autopartage et géré ensuite avec la copropriété et une start-up derrière. Et c'est quelque chose voilà, qui répond à nos différentes demandes. Merci beaucoup. Il y a des questions sur la gratuité des transports, mais j'avais une question peut-être pour Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus en détail comment, dans la production urbaine et notamment des nouveaux quartiers, je pense notamment aux quartiers en renouvellement, quartiers portuaires, la ZAC Grand Large, etc., comment ces questions de mobilité sont inscrites de manière très concrète, avec quels outils et quel type de règles? Est-ce que vous êtes plus exigeant sur les nouveaux quartiers? Est-ce que vous avez un peu des modèles que vous appliquez de manière un peu permanente? Et je dis ça dans le sens où c'est peut-être des enseignements qui pourraient être intéressants pour d'autres villes de l'Observatoire sur cette prise en compte des mobilités dans la programmation de nouveaux quartiers et surtout sur les outils, quoi, PLUI, dans le règlement de ZAC, dans les PC, etc. D'accord, alors je vais essayer de répondre au mieux en sachant que j'ai pas forcément tous les éléments, mais de toute façon je pourrais compléter via les collègues plus compétents. Alors c'est vrai que donc j'évoquais hein, dans le PUHD, voilà, les principes ont été posés assez fortement, les études dans les aménagements. Dans des grands quartiers, effectivement, c'est une réflexion globale, hein, l'aménagement, voilà, après on parle d'habitat, mais de toute façon on va parler voirie, on va parler assainissement, on va parler transport. Il me revient en tête que voilà, comme dans tous les règlements urbanistiques, voilà, il y a des obligations en termes de place de stationnement, de ratio en fonction de surface ou d'activité. Donc là, il y a des choses qui ont été construites. Alors là, excusez, je ne les ai pas forcément tous malheureusement en tête, mais effectivement, dans des espaces un peu plus denses, voilà, on peut accepter qu'il y ait un volume de place inférieur au logement. Voilà. Alors après, effectivement, c'est toujours compliqué. Hein, vous disiez un mot, il faut pas. L'objectif quand on met des politiques de mobilité, bus, plan vélo, c'est pas d'éradiquer la place de la voiture, c'est un autre sujet effectivement. Et en gros, enfin, ça serait peut-être compliqué. Il faut arriver à trouver le juste milieu, le juste pas en fonction des besoins et des usages. Donc voilà, il peut y avoir des approches différenciées en termes de ratio de stationnement. C'est vraiment une étude globale. Je sais que par rapport à dans les règlements, quand on parle de vélo, justement, il y a aussi une attention forte sur les locaux vélos. Voilà, depuis un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de choses où les collègues qui regardent sur ce qui est instruction de PC en lien avec les services compétents s'assurent qu'effectivement, notamment sur les locaux vélos, respectent des dimensions. Voilà, vous parliez d'espace généreux pour les vélos. Effectivement, il y a aussi une certaine approche à ce sujet-là. Voilà, désolé, j'ai pas forcément tous les chiffres, j'ai noté, je ferai compléter. Voilà, mais après, c'est vraiment bien dans la construction de nouveaux quartiers, c'est bien une démarche d'aménagement global où en fait l'ensemble des champs se doivent d'être investigués. Quand voilà, vous parliez par rapport à votre délégation qui est très large, mais en fait, on voit bien, c'est comme vous disiez, tous ces champs-là s'interconnectent. On ne va pas créer un nouveau quartier sans méconnaître toutes ces dimensions-là. Voilà. Donc l'accès en transport étant un des critères prépondérants. En tout cas, nous, c'est une orientation qui a été faite à ce sujet-là. Voilà, tout comme d'autres sujets. Voilà. Donc ce que je peux vous répondre là-dessus, hein, pas forcément très précis, j'en suis désolé, mais effectivement, enfin, ces questions-là sont primordiales dans les nouveaux outils. Enfin, il y a des outils réglementaires, ils sont nombreux, ils sont variés. Voilà, alors je note avec attention cette charte avec les constructions, avec les promoteurs. On est aussi sur des logiques souhaitées par les élus comme ça. Alors sur un certain nombre de sujets, mais pour l'habitat, mais que ce soit pour l'accessibilité, l'adaptation, des critères liés au logement, mais pas que. Voilà, tout à l'heure vous parliez effectivement dans vos interventions sur les questions d'eau, de fourniture d'énergie. Voilà, il y a aussi tout un tas de politiques qui peuvent permettre de favoriser les usages économes en eau via des équipements ou des pratiques. Et en fait, on est un peu sur ces mêmes sujets-là, c'est comment impulser de l'innovation dans l'habitat, mais aussi dans le déplacement, et pour faire changer les pratiques et aller vers ça. Voilà. Peut-être que vous voulez compléter le vue de mots, parce que vous avez aussi, bon, vous en avez parlé des opérations de rénovation urbaine, mais aussi des opérations de nouveaux quartiers, et notamment peut-être comment vous faites les liens aujourd'hui dans vos nouvelles générations de documents d'urbanisme? Alors, nous, on a mis en place, hein, dans le cadre de la rénovation urbaine, un nouveau quartier qui s'est développé le long de l'avenue de la Marne. Donc, clairement,
le vélo était tout de suite intégré, hein, donc on crée une nouvelle voirie qui dessert un nouveau quartier sur lequel on avait fait une politique de maîtrise foncière sur les 30 dernières années qui nous a permis de réaliser en tout plus de 1000 logements, hein, et de faire la jonction entre l'écoquartier, du moins sur l'écoquartier et le quartier de la Pierre-Collinet, ex-Pierre-Collinet qui est devenu le quartier du Nord. Ce quartier n'était pas desservi en transport, donc c'est ce premier travail, hein, lorsqu'on a décidé avec Île-de-France Mobilité et Transdev, qui était notre opérateur, de restructurer l'offre de transport, c'est de dire, moi, l'avenue de la Marne, c'est une priorité. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai une première priorité, l'avenue de la Marne, parce que c'est un nouveau quartier, j'ai plusieurs centaines de logements qui ont été livrés, et j'ai pas une ligne de bus qui passe à proximité, dans un sens pour aller à la gare, ou dans l'autre pour effectivement revenir. Donc c'est tout de suite intégré, si ce n'est qu'effectivement, entre les premiers logements livrés et le dernier logement livré, la ligne de bus est arrivée avec pas 2 ans de retard, mais c'était dans le cadre du calendrier donc de révision de l'offre de bus avec Transdev. Ensuite, sur l'ensemble des documents, effectivement, on évoquait la volonté de bien prévoir des espaces généreux pour les vélos, mais qui soient aussi des espaces, j'ai envie de dire, sécurisés, qui répondent aux besoins, accessibles, et pas le local que je mets derrière les escaliers, étroit, pas facilement accessible, pas sécurisé, etc. Donc aujourd'hui, et quand maintenant on a des promoteurs ou des bailleurs sociaux qui livrent leurs opérations, moi j'aime bien faire des visites de patrimoine avant que le premier locataire ou l'accédant arrive. Et donc sur ce que je regarde, c'est le local vélo, c'est qu'est-ce que finalement j'ai livré une coque vide, ou est-ce que à minima j'ai prévu déjà des racks, c'est franchement le minimum, donc c'est bien le cas. Est-ce que maintenant on intègre bien aussi des bornes de recharge électrique, hein, dans les parkings, ou en tout cas la possibilité pour les futurs accédants de pouvoir prévoir une borne électrique pour un véhicule électrique. C'est prévu maintenant dans les textes, mais ce n'était pas forcément systématiquement fait, et il faut bien s'assurer que ce soit prévu et assez facile par la suite. Donc c'est vraiment tout cela qu'on essaie de regarder en s'adaptant, et comme on dit, hein, on apprend en marchant sur ces différents aspects. Merci beaucoup. J'ai une question pour Monsieur Passalacqua dans le chat sur dans vos exemples, on s'aperçoit que c'est surtout les villes petites et moyennes qui ont mis en place la gratuité des transports, partielle ou continue comme vous l'avez dit. Quels sont potentiellement les leviers pour les plus grandes villes pour investir ces sujets? Et également, vous avez parlé et on a noté un peu du report modal depuis le vélo vers le transport gratuit. Est-ce qu'il y a des études ou des éléments comme ça que vous pouvez un peu préciser? Alors, je vais commencer par la deuxième. Sur le report modal, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein, pour être honnête. C'est difficile d'avoir des éléments précis sur le fait que certains abandonneraient le vélo pour passer au bus, etc. On sait que le choix du vélo, de faire du vélo, est lié à du contexte de est-ce que je porte quelque chose, est-ce que j'ai mon enfant, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait froid, ou est-ce qu'il fait beau, et c'est le printemps et j'ai envie de faire du vélo. Tout ça, ça pèse beaucoup. Et moi, je doute fortement que les bus soient remplis d'anciens cyclistes. Je pense que les choses sont vraiment des choses de contexte, selon le moment, selon la journée, selon la fatigue. Et que les choses sont complémentaires et que nous sommes tous ou toutes cyclistes, puis usagers du bus et automobilistes, etc. Donc on plaide plutôt à l'Observatoire pour dépasser cette vision un peu mécanique du report modal, comme si c'était les gens qui changent de trajet, alors qu'en fait la forme de la ville change, la répartition des activités change, tout ça change, fait que les trajets sont plus forcément les mêmes. Donc c'est difficile de faire une photo avant, une photo après, et de se dire voilà, la gratuité, qu'est-ce qu'elle a bougé. Deuxième question sur première question sur les grandes villes. Alors effectivement, les villes que j'ai citées sont plutôt en France, c'est Dunkerque la plus grosse, et on a tout un chapelet de petites villes ou villes moyennes, donc de Compiègne, du type Chantilly, du type Douai, qui est plus grosse, etc. Ce qui est assez intéressant qu'on n'a pas encore utilisé, c'est qu'il y a des chapelets territoriaux comme ça, hein. Il y a l'Oise, il y a le Nord, il y a un certain nombre d'endroits du Sud-Ouest aussi. Mais il n'y a pas les grosses villes. Alors, il y a Montpellier qui se lance et a prévu en 2023 de passer en gratuité totale pour les habitantes de la métropole. Et là, donc, c'est déjà une ville à fort réseau de tramway, hein, très très lourd, avec des enjeux démographiques très forts, puisqu'il y a une attractivité énorme, etc. Donc là, on est sur une ville où clairement, on va un peu changer d'échelle, hein, je crois que c'est pas un jurier Dunkerque de dire ça, en passant à du plus lourd.
Néanmoins, on n'est pas non plus sur le niveau d'après, qui serait Lyon, et encore moins le niveau Île-de-France. Hein. Alors pourquoi est-ce que... Alors, là-dessus, d'une part, on s'aperçoit quand même que plus on monte en niveau de ville, et plus les frais d'exploitation sont couverts par les frais d'exploitation sont couverts par les recettes de voyageurs. Donc du coup, la marche à enlever est plus importante. D'autre part, la question c'est aussi le remplissage des réseaux, puisque en fait les marges de manœuvre pour rajouter du monde, puisque la hausse de fréquentation elle va être systématique après des mesures de gratuité, elle est de plus en plus faible plus on va dans les grosses villes. Hein. C'est-à-dire qu'à Lyon déjà le métro il est déjà bien saturé, et je parle pas en Île-de-France. Donc c'est là où la situation paraît quand même difficile à faire plus difficile pour les plus grosses villes. Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question plutôt pour Mo par rapport à quelque chose que vous avez dit au début de votre intervention, à une autre échelle et qui intéresse particulièrement les géographes que nous sommes. Vous avez parlé du GIP que vous avez monté avec Roissy et notamment de l'organisation de Mo en fait où voilà il y a l'échelle Paris mais il y a aussi deux autres échelles de rayonnement d'emploi et notamment vers le pôle de Roissy et le pôle de Marne-la-Vallée. Et donc j'imagine qu'à travers ce GIP c'était une structure politique au premier lieu, avant d'être une structure technique, enfin, vous préciserez, peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter s'il y en a ou s'il y a des intentions de travail en interterritorialité avec vos autres communautés de communes pour intervenir dans ce jeu d'acteurs sur les politiques de mobilité, mais aussi peut-être sur les politiques de l'habitat. Est-ce que voilà, vous avez une réflexion à l'échelle du Nord Seine-et-Marne qui partage des caractéristiques similaires et qui peut avoir des revendications un peu similaires à porter. Est-ce qu'il y a des projets déjà en cours? Est-ce qu'il y a des réflexions? Est-ce que c'est une échelle qui vous semble intéressante au sein de l'Île-de-France? Alors, pour revenir sur l'histoire du GIP, la volonté était clairement de se dire que entre les habitants du Pays de Meaux et les habitants de Roissy, on avait des choses à partager en commun autour de 3 domaines essentiels: développement économique, avec l'emploi, transport et habitat. Et c'est clairement dans ce cadre-là que l'idée a été proposée donc aux 4 communautés d'agglo, 4 communautés, pardon, parce qu'il y a une communauté de communes, du moins 2 communautés de communes, la communauté d'agglo Roissy-Port-de-France, celle du Pays de Meaux avec les Pays de l'Ourcq et Mont-de-France, de se dire on peut travailler ensemble sur ces sujets. Il y a de la ruralité, il y a de l'urbain, il y a du développement économique, il y a de la rénovation urbaine, il y a des enjeux sur l'ensemble de ces différentes problématiques. Donc les 4 présidents de communautés s'entendent très bien. Il y avait une volonté d'aller un peu plus loin. Ça n'a pas été le cas, puisque les élus de Roissy-Port-de-France n'ont pas voulu intégrer ensuite quelque chose un peu plus d'intégré que le GIP, sur lequel aujourd'hui on partage ensemble une sorte de SCOT qu'on va élaborer, donc d'organisation un peu territoriale, pour se dire comment ensemble, dans le cadre du développement de Roissy, on peut partager des choses sur là où on peut mettre des activités, et notamment via le ZAN, ça a du sens, là où on peut mettre de l'habitat, et quelles sont les offres de transport que nous développons en parallèle, en associant le plus en amont possible Île-de-France Mobilité pour anticiper les choses, et notamment, donc c'est déjà programmé, j'ai envie de dire, le renforcement de la ligne de bus qui va de Meaux à Roissy, qui est déjà acté, alors que l'offre va se développer petit à petit. Et donc ce que nous avons décidé de partager, notamment ensuite avec l'Académie de Créteil et la région Île-de-France, c'est de créer une zone autour d'un lycée que nous avons à Meaux, autour du développement des différents métiers de l'aéroportuaire, qui vont de la sécurité à la maintenance mécanique, etc., avec un grand hangar que nous allons créer, puisque nous avons du foncier, donc on va créer un grand hangar dans lequel on va pouvoir mettre un avion d'Airbus que Airbus nous met à disposition gratuitement pour justement travailler sur tous ces métiers autour de l'aéronautique, de l'aéroportuaire, de l'avionique, et qui va donc permettre de répondre aux besoins d'emploi que nous avons sur le secteur de Roissy. Via la Covid, c'est vrai que nous avions eu quelques inquiétudes, puisque la croissance de Roissy a un petit peu ralenti, mais on voit bien qu'il y a encore des besoins dans ce domaine, et donc la dynamique elle est bien enclenchée. Politiquement, le sujet il est pris par l'ensemble des différents élus. On aurait voulu aller sur quelque chose de plus intégré. Pourquoi pas une métropole, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. On n'est pas mature, donc on va plutôt travailler en coopération ensemble et partager des sujets en commun. On n'ira pas plus au-delà, parce que après, c'est des sujets aussi, un peu de questions politiques et de personnalité qui peuvent jouer. Ce n'est pas notre volonté. Notre volonté est plutôt de se dire, on a du foncier, on a de la possibilité d'accueillir des habitants sur l'agglo de Meaux, de Roissy, de Meaux, de Lizy-sur-Ourcq et pleinement de Goël. À Roissy, il y a des besoins. Travaillons ensemble, et c'est ce qui a été mis en place. Voilà.
Merci beaucoup. Mais après, si vous investissez le SCOT, on voit déjà que le premier sujet du SCOT, c'est la distribution des parts de logement et que du coup, ce sujet de l'habitat va être au cœur, au cœur des discussions. Alors, il reste quelques minutes. Je ne sais pas s'il reste des questions parmi les participants ou si Xavier, tu as une dernière question ou si vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, suite aux derniers échanges. Voilà, on a deux minutes avant de conclure. Si vous voulez un mot de la fin. Mot de la fin, c'est difficile. Bon, bah écoutez, bah, il nous reste à vous remercier. Oui, pour vos apports à ce cycle de séminaires. Donc là, c'était le deuxième. On en aura un troisième le 28 juin autour aussi de la question du zéro artificialisation nette. Donc on va aborder d'autres sujets. Et merci à vous d'avoir apporté vos regards qui permettent de croiser ces deux questions-là. Et merci beaucoup à Ideal d'organiser ce temps de rencontre. Voilà. Merci à tout le monde et à fin juin. Merci beaucoup. Au revoir.